ce soir, ça va se dérouler avec une conférence ultra rapide. C'est-à-dire, si je parle 5 minutes avec mes slides, c'est max. Voilà. Et après, en fait, on va faire surtout directement sur Unity, mais bon, je vais présenter après. Du coup, bon, ce soir, on va apprendre à développer son premier jeu vidéo sur Unity. C'est un moteur de jeu qui est disponible sur PC et Mac. Hop. Donc d'abord, qui suis-je? Je suis donc Franck Allary, je suis un développeur freelance. Je fais des applications web et mobiles. Je fais du PHP, du Java pour faire des applications Android natives et du C# justement pour Unity. Donc ça m'arrive en fait d'avoir des demandes de jeux vidéo, enfin pas de jeux vidéo, mais d'applications qui peuvent être faites sur Unity. Par exemple, je pourrais vous montrer, ah non, je ne pourrais pas vous montrer d'ailleurs, mais des applications de réalité augmentée, par exemple, où sur une affiche, par-dessus une affiche, on peut mettre des objets en 3D et c'est visible via le smartphone avec la caméra ou ce genre de choses. Ça peut être fait avec Unity aussi. Voilà. Hop. Du coup, comment se déroule la soirée? Je vais faire donc une brève, très très brève introduction sur qu'est-ce que c'est un moteur de jeu vidéo, quels sont-ils, enfin combien il y en a, etc. Ensuite, au travers d'un jeu vidéo, du coup, je vous présenterai le fonctionnement de Unity. Je vous expliquerai l'interface, comment ça fonctionne, comment ça interagit, comment les différents scripts et les objets interagissent entre eux. Et ensuite, on fera un atelier pratique où on redéveloppera un jeu de survival, en fait, où c'est un petit personnage qui va tirer sur des lapins zombies. Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu vidéo, qu'un moteur de jeu vidéo? Alors, c'est vaste un peu comme question, c'est assez dur d'y répondre parce que ça fait un moteur de jeu vidéo, ça fait beaucoup de choses. Mais si on devait le résumer simplement, un moteur de jeu vidéo, c'est une couche, en gros, c'est une sorte d'interface universelle, on va dire, entre le code de votre jeu vidéo et tout ce qui est librairie qui va piloter le hardware de votre PC. Donc, qui va piloter la RAM, le processeur, mais aussi les manettes, le réseau, le son. Donc, en gros, il va vous allez développer une fois le jeu et lui il va se charger, en gros, suivant la plateforme sur laquelle vous allez faire tourner votre jeu, d'adapter votre code pour qu'il fonctionne sur les machines. Du coup, en fait, là, il y a tout ce qui est en fait procédure, c'est-à-dire qu'il y a le code qui va fonctionner avec votre moteur. Le moteur va appeler les différents SDK et les librairies en fait qu'il y a sur votre machine pour ensuite en fait demander à l'OS de pouvoir piloter les drivers et accéder jusqu'au hardware. Le moteur ensuite il va aussi posséder une pléthore de librairies, en fait, beaucoup de librairies qui va vous aider en fait à concevoir votre jeu, c'est-à-dire la physique, gérer la physique, la gravité, les collisions entre les personnages, ce genre d'événement en fait, il va vous aider à les concevoir, il va vous faciliter la tâche, mais aussi les lumières, à gérer les lumières, les caméras, tout ça en fait, il va vous proposer des librairies qui sont déjà développées et dont vous n'aurez pas à retoucher. Donc, quels sont ces moteurs de jeux vidéo? Alors, il y en a beaucoup. Les moteurs de jeux vidéo aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de moteurs, il existe plusieurs dizaines. J'en ai surtout relevé 4 qui sortent du lot. Pour moi, les deux principaux, c'est Unity et Unreal Engine. Unity, c'est un des pionniers qui a rendu accessible son moteur aux gens, en fait, à tout le monde. Avant, en fait, on devait payer plusieurs millions de dollars pour pouvoir se payer une licence d'un moteur de jeu vidéo. Aujourd'hui, gratuitement, on peut télécharger un moteur, développer un jeu, et c'est devenu en fait quelque chose de courant. C'est-à-dire que
Unreal le fait maintenant aujourd'hui et CryEngine est aussi gratuit et peut être téléchargé gratuitement et on peut développer des jeux dessus. Donc Unity, c'est le moteur de jeu le plus populaire parmi les jeux mobiles. Donc à peu près, enfin vous tous, si vous avez un Android ou iOS, enfin un smartphone quoi, en général, je pense que vous avez forcément joué à un jeu qui a été réalisé avec Unity. C'est par exemple que ce soit Mario Run, Angry Bird, Pokémon Go, tout ça c'est des jeux qui sont développés avec Unity. Ils ont un peu de mal à percer sur les consoles de salon en fait. Aujourd'hui c'est plus Unreal Engine qui a la majorité avec des jeux comme Batman Arkham City ou Arkham Knight. Et du coup après Game Maker Studio c'est plus orienté du coup indépendant. C'est un jeu exclusivement c'est un moteur qui fait exclusivement des jeux 2D de dimension. C'est très populaire au niveau des indépendants et on voit beaucoup de campagnes Kickstarter qui conçoivent des jeux avec Game Maker Studio. Par exemple Hotline Miami ou Hyper Light Drift, voilà, sont des jeux assez connus dans la sphère de jeux indépendants. Et ensuite j'ai rajouté CryEngine parce que c'est un moteur de jeu très complet. Je pense, alors je ne l'ai pas testé, mais d'après les retours que j'ai, il est moins accessible que les 3 premiers au niveau apprentissage. Mais il est totalement gratuit, il ne demande aucune rétribution, enfin aucune contrepartie quand on l'utilise. C'est-à-dire qu'on peut développer un jeu entièrement dessus, le vendre, c'est autorisé, alors que Unity, au-delà d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros, on a besoin d'acheter une licence pour chaque poste. Unreal, si le jeu que vous avez produit avec Unreal fait plus de 30 000 euros de recettes, vous devez reverser, alors je ne sais plus si c'est 5 ou 10%, je crois que c'est 10% de ces recettes à Unreal. Et Game Maker Studio est basé sur un système de licence payante. Voilà. Donc c'est les 4 principaux. Après il existe des moteurs de jeu open source et libre-droit, mais ils sont moins poussés graphiquement, ils sont moins finis. Je peux citer par exemple Godot, qui est un moteur créé par des indépendants en open source et totalement libre. Alors pourquoi avoir choisi Unity ce soir? Alors c'est parce que tout d'abord il a une très bonne productivité. Ça c'est indéniable, c'est-à-dire que beaucoup de boîtes professionnelles utilisent Unity pour faire des ébauches de leur jeu. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros ça permet de faire quelque chose de très rapidement, de faire quelque chose de jouable. C'est un logiciel simple à appréhender, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez le voir, l'interface est très claire, c'est très facile d'accès. On peut très vite se reconnaître, jouer avec les objets dans la scène, rajouter des scripts. Ça va très vite, en fait l'apprentissage est très rapide. Ensuite, il y a donc dessus une grande communauté de développeurs. Il y a énormément de tutoriels sur des blogs et aussi des chaînes YouTube. Et pour finir, ensuite, il y a aussi des forums d'entraide, que ce soit anglais ou français. Il y a le forum officiel, mais il y a aussi un forum français qui s'appelle Unity-France et qui est très actif aussi. Et ensuite, on a une documentation officielle complète et ça fait toujours plaisir quand on est en train de développer sur un programme. Pourquoi donc la suite, pourquoi avoir choisi ce soir Unity? Alors c'est gratuit, donc on peut télécharger l'installation complète d'Unity gratuitement. Tant qu'on ne dépasse pas un chiffre d'affaires de 100 000 euros au niveau de la société, on peut l'avoir gratuitement sur son PC en toute légalité. Et on peut donc sortir et publier des jeux sans souci. C'est utilisé par des sociétés renommées comme Ubisoft, EA, Nintendo, Rovio. Donc c'est Angry Bird, c'est Mario Run ou alors Pokémon Go. Et aussi, bien sûr, c'est un cross-platform complet, donc on peut exporter sur
énormément de machines et peu importe l'OS, il prend quasiment tout ce qui est existant aujourd'hui en compte, c'est-à-dire que là j'ai mis 3 points de suspension, il y a même BlackBerry quoi, tu vois, c'est le truc qui existe à moitié. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, que ce soit PC, console de salon, console portable, smartphone ou HTML5, il peut l'exporter, il peut exporter le jeu. Pour en savoir plus du coup, donc si vous voulez un peu comprendre le fonctionnement des moteurs de jeux vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo de post-process, les moteurs, ça explique très bien, ça explique au mieux qu'ils peuvent le fonctionnement d'un moteur, sur quoi ça agit, et en fait il faut un peu un tour d'horizon sur un tour d'horizon et clairement sur tout ce qui est tous les moteurs qui sont en vogue en ce moment. Et ensuite, si vous voulez apprendre après ce soir, si vous voulez apprendre un peu plus à développer sur Unity, c'est les supports officiels, la documentation, donc comme je disais tout à l'heure, les tutoriels, la chaîne YouTube et le forum officiel. Ils sont ultra complets et ultra actifs. Il y a beaucoup de monde dessus. Et ensuite, il y a Unity 3D France qui a des tutoriels en français, que ce soit sous forme de vidéo ou dans leur blog, et un forum actif. Et bien sûr, après, Google est votre ami comme d'habitude. Stack Overflow aussi. Donc voilà, c'est fini pour la présentation. Comme je l'ai dit, ça allait être assez rapide. Et je vais basculer du coup sur Unity. Ok, donc nous voici sur l'interface de Unity. Nous allons faire du coup un rapide tour. Nous allons présenter rapidement l'interface de ce moteur de jeu avant de passer à essayer de comprendre son fonctionnement. Donc à gauche de l'écran, nous avons ici la viewport. Où nous pouvons sélectionner les objets qui sont contenus dans notre scène. Donc nous avons plusieurs outils en dessus de la viewport. Nous avons plusieurs outils ici en haut, soit pour se déplacer dans la scène, soit pour bouger les objets présents dans la scène, les tourner ou leur changer la taille. Voilà. Du coup, en gros, c'est ici que vous allez mettre en place tous les éléments de votre scène en cours. Donc, une scène, c'est un niveau du jeu. Chaque niveau du jeu sera composé, donc on créera une scène pour créer chaque niveau du jeu. Alors qu'est-ce que c'est un niveau? C'est tout simplement, par exemple, si vous jouez à Mario, vous passez de niveau à niveau. Vous avez un niveau, un niveau qui se passe à l'extérieur, un niveau souterrain, un niveau qui se passe dans la mer. Ben, c'est en fait à chaque fois, c'est une nouvelle scène dans Unity qu'il faut créer. Du coup, juste à côté de l'onglet scène, on a Game. C'est ici qu'en fait, on va pouvoir tester notre jeu. Voilà, si je mets Play. Donc là, on a notre jeu. On a notre jeu à l'intérieur de l'onglet Game, du coup, qu'on peut tester à tout moment. En appuyant sur Play, là, il y a Play ici. Pause juste à côté, voilà. Ensuite, on a l'onglet Animator, ce qui va nous permettre de gérer les différentes, comment dire, qui va permettre de gérer les différentes successions d'animations. Je n'ai pas. Alors attendez. Hop là. Si j'appuie sur Player,
voilà, on peut voir un diagramme qui, en gros, résume l'ordre dans lequel doivent s'exécuter les animations. Là, par exemple, ici, Entry, c'est en gros ce qui va définir l'animation par défaut. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est idle, donc c'est l'animation de repos. Et ensuite, on va hiérarchiser chacune des animations pour qu'elles apparaissent à un moment donné logique. C'est-à-dire que là, par exemple, il faut que l'animation soit sur idle pour pouvoir lancer l'animation move, et inversement. On va les symboliser par ces petites flèches et leur assigner des conditions pour qu'ils puissent passer d'une animation à l'autre. Dans l'animation, on va gérer tout ce qui est donc vraiment animation des objets. On ne le verra pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Et ensuite, alors là on n'est pas connecté, mais ici c'est l'asset store. Donc c'est en fait ici que vous allez trouver tout ce qui est des jeux complets, en fait des éléments gratuits ou payants, de jeux complets, d'éléments 3D pour pouvoir faire des jeux, des textures, en fait tout ce qui peut être asset, donc éléments pour créer un jeu vidéo. Ensuite, ici, là où je sélectionne les éléments, c'est la hiérarchie de notre scène. Donc c'est l'onglet hiérarchie. En gros, c'est tout ce que contient notre scène actuellement ouverte. Et ça nous permet donc de sélectionner les différents éléments, de voir que les éléments sont hiérarchisés. Donc par exemple, notre élément player contient un pistolet, donc gun, une référence pour la fin du pistolet, le mesh, en fait, donc la modélisation de notre joueur, et la source des projectiles. Hop, à côté, on a le camion de pompier, le sol, des sources pour les méchants, les lapins zombies, et ensuite ici, vous pouvez voir, on a l'interface. Donc c'est comme ça que c'est géré. À l'intérieur de l'interface, on a les scores, le background pour la vie, donc le rectangle noir, et ensuite la vie, donc c'est le rectangle blanc à l'intérieur du rectangle noir. Donc si par exemple je teste ici, vous voyez ici en haut à droite de l'écran de jeu, on a la barre de vie, en haut à gauche de l'écran de jeu, on a la barre des scores, et si je me fais toucher, la vie diminue. Voilà. Donc, hop là, on va revenir ici. Ensuite, en dessous la hiérarchie de la scène, on a donc ici tout ce qui est assets. Donc les assets, ça va être tout ce qui est ressources pour créer notre jeu. Donc animation, on va avoir les animateurs contrôleurs. Donc les animateurs contrôleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la hiérarchie des animations comme ici. On va avoir l'audio, mais là on n'en a pas pour notre exemple de jeu. On va avoir les materials, donc alors materials, ça s'appelle aussi shader. Donc c'est en fait un ensemble de paramètres pour définir la texture d'un objet. Donc là par exemple c'est la texture du camion de pompier ou la texture du pistolet. Voilà. Donc en gros c'est un mélange d'une image diffuse, donc qui va être la couleur de notre objet. Spécular, ça va être comment la lumière se reflète
sur l'objet. Est-ce que c'est plus un reflet métallique ou est-ce que c'est plus un reflet du bois par exemple, ou est-ce que c'est plus un reflet plastique? Une normal map, alors une normal map c'est un peu abstrait mais ça va être un faux relief, ça va être un relief mais qui est fait par la texture. Donc par exemple pour générer des rainures dans le bois, les rainures qu'on voit ici dans le bois, comme ça là, dans les reflets, en fait ça c'est la normal map qui le gère. C'est en fait c'est pour éviter de créer trop de polygones, enfin de devoir modéliser par exemple dans cet exemple là le flingue, je crois que c'est une Kalachnikov, avec trop de polygones pour pouvoir faire les rainures. On va ajouter une carte de relief, donc une normal map, pour simuler en fait les rainures sur nos éléments 3D. Ensuite, nous avons donc une map d'occlusion. Enfin, donc c'est en gros un ensemble d'ombres. En gros, c'est des ombres précalculées pour notre objet. Et donc un tas d'autres paramètres. Cette partie-là, c'est normalement plus les graphistes 3D. C'est pas le développeur qui doit le faire, c'est vraiment le graphiste 3D qui doit vous fournir les matériaux. Ensuite, nous avons modèle, c'est pareil. Normalement, ça c'est le graphiste 3D qui doit vous fournir en gros ces modèles. Les modèles, du coup, c'est les objets 3D qui sont créés sur des logiciels comme 3ds Max, Maya ou Blender. Donc, c'est l'objet 3D texturé qui est animé en fait. Donc tout ça, ça doit vous être fourni normalement par un graphiste 3D. Pour ce tutoriel, je l'ai donc en fait récupéré sur l'Asset Store. Ces objets, je les ai récupérés sur l'Asset Store. C'est une démo qui s'appelle Survival Shooter, qui contient tous ces éléments. Vous pouvez le télécharger donc directement sur l'Asset Store et l'essayer, cette démo. Elle est très complète, c'est un excellent tutoriel. Ensuite, donc, on a donc tous les modèles d'environnement. C'est en gros le sol, le camion des pompiers. Donc là, voilà, c'est donc le camion de pompier. Alors là, il n'y a pas la texture. On verra comment la mettre, appliquer la texture à l'objet tout à l'heure. On a des préfabriqués. Alors les préfabriqués, en fait, c'est des game objects. Donc c'est des éléments qu'il y a dans les scènes sauvegardés. C'est pour tous les éléments qui sont récurrents, en fait, que vous avez dans plusieurs scènes. Vous allez les mettre, enfin vous allez les sauvegarder en préfabriqué ici dans ce dossier. Ça vous permettra d'éviter d'avoir à reparamétrer tous vos objets là. En gros, chacun de ces objets, il y a les animations qui sont paramétrées, la physique, les boîtes de collision et tous les scripts. Et bien, pour éviter d'avoir à reparamétrer vos objets de votre scène dans chaque scène, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle scène, vous allez les enregistrer dans le répertoire préfabriqué, donc préfab, pour pouvoir juste avec un glisser-déposer les réutiliser. Ensuite, nous avons les scènes. Ici, pour l'exemple, on n'a qu'une seule scène, c'est celle qu'on a en cours, mais on va en créer une quasi bientôt là. Les scripts, donc c'est ici que en gros vous allez positionner tous vos scripts. À chaque moment, vous pouvez beaucoup mieux hiérarchiser les scripts que je l'ai fait pour l'exemple, c'est-à-dire que vous pouvez créer des sous-dossiers
à tout moment. Par exemple, là, on aurait pu créer un sous-dossier player et mettre tous les scripts player à l'intérieur. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et ensuite, on a toutes nos textures. Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure pour les materials, ce qui va être utilisé pour les materials. Donc là, par exemple, c'est la diffuse, la normale, l'occlusion et la spéculaire. Donc, c'est les différentes cartes qu'on met ensemble, qu'on joint pour créer un shader ou materials. C'est la même chose, que ce soit un shader ou un materials. Voilà, donc on a fait le tour de tous les assets d'un jeu. Et ensuite, tout à droite de l'écran, nous avons l'inspector. Donc, hop, on va surtout... donc l'inspector, c'est ce qui va vous présenter toutes les propriétés sur lesquelles, des objets sur lesquels vous allez cliquer. Donc si vous cliquez voilà, sur une carte, il va vous mettre tous les paramètres de cette carte, de cette texture. Si vous cliquez sur un de vos game objects, donc c'est les objets game objects, c'est les objets qui sont dans votre jeu. Vous allez voir tout en fait les composants qui appartiennent donc à cet objet dans le jeu. Donc ici animator, c'est la gestion de l'animation de notre personnage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, c'est ça. Rigid body, c'est ce qui va gérer plus ou moins la physique de notre objet, donc la masse de notre objet, c'est donc un poids pour qu'il tombe. Le drag, c'est ce qui va freiner en fait. Est-ce que si on pousse notre objet, est-ce qu'il va avoir aucune résistance et va continuellement bouger, ou est-ce qu'il va être freiné par l'air par exemple. La gravité, est-ce qu'on use ou pas la gravité? Et ensuite, après, pas mal de paramètres, comme par exemple le freeze position, c'est ce qui nous permet de dire je ne veux pas que l'objet bouge sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical, ou que l'objet soit en rotation avec freeze rotation, que l'objet soit en rotation sur l'axe X ou l'axe Z, donc en gros qu'il ne puisse pas faire de roulade. On lui autorise uniquement la rotation sur l'axe Y, c'est-à-dire on lui autorise la rotation autour de l'axe vertical. Ensuite, on a un capsule collider, c'est ce qui va vous servir à soit éviter que les objets se traversent dans la scène. Donc, tous les objets ne peuvent pas... en gros, si vous mettez tout ce qui est box collider, capsule collider ou sphere collider, en fait, tous les composants collider, si vous le mettez à un objet et que vous ne cochez pas la case ici trigger, ils vont s'opposer, on ne pourra pas les faire traverser les uns dans les autres. En gros, ils vont bloquer, quand ils vont se rencontrer, ils vont se bloquer entre eux. Si on coche la case trigger, comme ici, là, ils vont pouvoir se traverser les uns les autres, mais dans les scripts, alors, par exemple, projectile, dans les scripts, nous allons avoir ici on trigger enter, et c'est à ce moment-là, en fait, ça va appeler la méthode on trigger enter, et ce qui va nous permettre de savoir que quelque chose est rentré dans la sphère de collision, dans la collision box. Ça va nous permettre de savoir que quelque chose est rentré dans la boîte de collision et du coup de générer un événement, enfin en gros d'exécuter du code
pour, par exemple là, dans ce cas-là, enlever des points de vie et supprimer l'objet, par exemple. Donc ça va être en fait, comme son nom l'indique, trigger ça veut dire déclencheur. En fait ça va déclencher une fonction pour qu'on puisse exécuter du code une fois que, quelque chose est rentré en collision avec le collider. Mais du coup, à partir du moment où le trigger est coché, on peut se traverser, enfin les éléments vont pouvoir se traverser les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus en gros physiques dans le jeu, quoi. Ce sera juste en fait quelque chose on va en gros regarder, checker si quelque chose passe à travers. Et si quelque chose passe à travers, on va déclencher du code on va créer un événement, quoi, pour ça. Par exemple, alors pour un peu plus comprendre, le lapin bunny ici a deux le lapin bunny, qu'est-ce que je dis, le zombunny, donc le lapin zombie. À deux capsules, à une sphère de collision et un capsule collider. Il y en a un où trigger est coché, l'autre où trigger n'est pas coché. Celui où trigger n'est pas coché, c'est vraiment pour éviter qu'il passe à travers, que par exemple le héros passe à travers le lapin zombie. Donc c'est vraiment pour qu'ils s'entrechoquent quand ils se rencontrent. Et par contre, la sphère collider, c'est pour détecter si on a dans notre périmètre le héros. Et si on a dans notre périmètre le héros qui est rentré dans la sphère de collision, alors là, on enlève des points de vie. Voilà, donc c'est ici. En fait, c'est pour détecter si en gros le héros, le personnage principal est assez près du lapin zombie pour qu'on lui enlève des dégâts, pour qu'on lui enlève des points de vie. Voilà. Ensuite, voilà, on a ici, c'est les scripts qui font fonctionner nos objets. Et ensuite, ici, le Navmesh Agent, on verra ça plus tard, c'est ce qui nous permet de faire déplacer nos ennemis. En gros, c'est une sorte d'intelligence artificielle. C'est ce qui nous permet de faire déplacer nos ennemis vers une position tout en évitant les obstacles. Nous allons donc créer une nouvelle scène. Donc là, je ne vais pas sauvegarder les éléments. Donc toute nouvelle scène commence avec une caméra. Donc là, comme on voit ici, et une lumière directionnelle. Donc la caméra, elle a un tas de paramètres. Donc je vous invite à les tester chacun. Là, on peut vite voir que le field of view, c'est l'angle de la caméra. Le for, c'est pour savoir jusqu'où il prend en compte les objets à rendre dans la scène. Par exemple, dans les vieux jeux surtout, on pouvait voir, quand on jouait à un jeu de voiture, on pouvait voir les éléments du décor arriver au fur et à mesure. Et c'est exactement ça en fait, c'est que la caméra, elle avait un phare pas assez loin pour rendre tous les objets. On rend les objets au fur et à mesure qui rentrent dans la boîte, en fait, dans le triangle qu'on voit dans la scène de la caméra. Ça permet d'économiser énormément de ressources au niveau du processeur et de la carte graphique. Ensuite, on a, pour définir la taille de l'écran, enfin de la caméra, pour pouvoir mettre si on veut mettre plusieurs caméras, par exemple, si on a un rétroviseur dans un jeu, on met 2 caméras, on peut en mettre une beaucoup plus petite et la positionner
dans notre première caméra, en fait, sur notre écran. On peut la positionner sur notre écran. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour. Je vous invite à tester un peu tout. Pareil pour les lumières, on peut contrôler l'ombre, on peut contrôler la couleur, l'intensité de la lumière indirecte, c'est-à-dire tout ce qui est lumière qui n'est pas qui est dans l'ombre en fait des personnages ou des éléments qui sont dans le ou des éléments qui sont dans la scène, tout simplement. Donc tout ce qui est soumis à l'ombre, on va pouvoir faire en fait jouer sur la lumière indirecte. Voilà, c'est ce qui est l'ombre. Voilà. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est mettre en place la scène. Donc, on va aller dans Models ici, Environnement. On va prendre le sol et on va le glisser dans la scène. Donc, là, en fait, j'ai mis notre sol dans la scène. La prochaine chose qu'on va faire, c'est notre sol n'est pas animé, donc on va lui enlever l'animator, le composant animator, et on va ajouter on va faire Add Component ici, Physics, Box Collider. Donc là, on voit qu'une petite boîte verte dans l'angle ici est apparue. On va faire Edit Collider et hop, en fait, avec les petits points qui sont tout autour, les petits points qui sont tout autour de cette boîte, on va recouvrir notre sol. Voilà, donc là, c'est trop haut. Il faut vraiment que ça prenne l'épaisseur du sol. Hop là. Donc là, ça me paraît pas mal. On a l'épaisseur du sol. Donc là, on a fini de paramétrer notre sol. On va maintenant mettre le camion de pompier dans la scène. Donc, hop, en haut, je vais prendre l'outil de déplacement. Dans la scène, je vais me déplacer un peu. Alors, pour se déplacer dans la scène, clic droit pour regarder tout autour de soi. Clic gauche, c'est pour sélectionner les éléments. Molette du milieu de la souris, c'est pour se déplacer avec la main. Ensuite, Alt plus le clic droit, c'est pour changer le zoom, reculer ou avancer. Voilà. Et Alt plus clic gauche de la souris, c'est pour se déplacer dans la scène. Si vous n'avez pas de molette du milieu, en fait, ça fait pareil que la molette du milieu, mais si vous n'avez pas de molette du milieu, c'est Alt plus clic gauche de la souris. Donc ce fire truck, donc ouais, ce camion de pompier, bon, je le repositionne un peu plus au milieu de la scène. Et en fait, il n'a pas de texture, c'est tout moche, il est tout violet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Material, ici Fire Truck, et on va le prendre et le glisser déposer sur le Fire Truck qui est dans la scène. Hop là. Et là, de suite, il a sa texture qui est appliquée. Voilà. Donc on va recliquer dans le hiérarchie sur le Fire Truck et on va lui ajouter un composant Physics Box Collider. Pourquoi lui rajouter un Box Collider? Pour pas qu'il puisse tout simplement être traversé par notre joueur ou par les ennemis. Voilà, donc ça, on va empêcher, grâce à cette Box Collider, on va empêcher que notre joueur puisse passer au travers des objets. Parce qu'en fait, un objet en soi n'est pas du tout physique dans le jeu, quoi. C'est vraiment, il peut être traversé tant qu'il n'a pas en fait des boîtes de collision pour dire attention, cet objet n'est pas traversable.
ben, on peut passer à travers sans aucun souci. Il faut toujours en fait mettre une boîte de collision pour éviter que les gens, enfin que les joueurs puissent passer au travers de tous les objets du jeu. Du coup, on a mis en place notre scène, enfin on a pris notre environnement, excusez-moi, et on va placer en fait notre joueur. Alors, avant de placer notre joueur, là, en appuyant sur la petite flèche devant Player dans Models Character Player, on va s'intéresser à l'animation. En fait, il faut toujours commencer par gérer les animations et donc créer votre contrôleur d'animation. Donc ici, en cliquant sur le modèle Player, on a 3 onglets ici. Celui qui nous intéresse, c'est le dernier, Animation. Du coup, en dessous, en fait, vous pouvez voir, on a trois animations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le graphiste 3D, quand il va vous donner en fait tout simplement cet objet 3D, il aura fait l'animation sur une seule et même timeline. En fait, dans Blender, 3ds Max, Maya, on n'a pas la possibilité de séparer les animations. Toutes les animations en fait sont mises les unes à la suite des autres. Et quand il va vous donner, quand le graphiste 3D va vous donner cet objet, en fait, il va vous dire de l'image 1 à l'image 25, c'est l'animation mauve. Voilà, c'est le personnage qui sautille. De l'image 137 à l'image 512, c'est l'animation du repos. En fait, c'est pendant que le joueur attend des indications de la part. C'est quand le personnage principal attend des indications de la part du joueur. Et de l'image 525 à 650, c'est l'animation de la mort de notre perso. Donc il va vous dire ça. Et vous, en fait, vous allez aller sur l'objet. Vous allez appuyer, donc vous allez dans l'onglet animation, vous allez appuyer sur le petit plus qui est en dessous là. Et donc vous allez créer des nouvelles animations que vous allez donc renommer, genre moving, hop, ou alors attaque, en fait, par exemple. Et vous allez mettre l'image de départ. Donc, par exemple, si l'animation d'attaque était de l'image 25 à l'image 30, et bien voilà, ça serait notre animation d'attaque. Vous avez plusieurs paramètres en dessous que je vous invite à explorer aussi parce qu'il y en a énormément, mais un des plus importants c'est Event. Qui va permettre de créer, voilà, on peut avec un clic droit sur la timeline faire un Add Animation Event et appeler des fonctions dans vos scripts. Voilà. Donc là, cette animation ne sert à rien, donc je vais l'effacer. Et on va retourner du coup dans la création de notre animator contrôleur. Enfin, on va créer notre animator contrôleur. Donc, hop là, revert. Donc, pour créer un animator contrôleur, donc vous mettez dans le dossier animation. On va faire create folder pour mettre un sous-dossier. Hop là. Je vais créer, comme je n'ai pas d'idée, je vais créer un dossier conférence. Et je vais faire create. Hop, descendre ici jusqu'à animator controller. Et donc, nous avons un animator controller. On va le renommer. On va l'appeler player controller, on va dire. Je crois que c'est peut-être une mauvaise idée. Player anim controller, voilà, plutôt. Et on va double-cliquer sur ce player anim controller.
Donc par défaut, vous pouvez voir qu'on a 3 états en fait. Alors pour se déplacer ici, c'est avec la molette du milieu, la molette du milieu de la souris, ou sinon c'est avec Alt et clic gauche de la souris. Voilà. Donc on peut voir qu'on a 3 états par défaut dans notre animator. Any state, c'est pour déclencher une animation à n'importe quel moment, peu importe l'animation dans laquelle on est. Entry, c'est pour définir l'animation par défaut, en gros, avec laquelle on commence. Et exit, une animation si on est en train de détruire l'objet. Enfin, en gros, si on est en train de le finir. Ou de finir, ouais, donc de détruire l'objet. En fait, ici, du coup, on va retourner dans Models Caractères et on va faire un drag and drop des animations ici, des animations dans notre animateur. Donc en fait, vous prenez les animations qui sont présentes dans Player et vous les mettez dans votre animator. Du coup, vous les glissez, déposez. Là, en fait, on voit que Entry est relié à Death. Death est écrit est surligné en orange. Ça veut dire qu'en gros, c'est l'animation par défaut. Alors, ça ne va pas du tout. Du coup, on va faire un clic droit sur Idle, parce que Idle, c'est l'animation de repos. Donc, c'est l'animation qu'on va mettre par défaut à notre personnage. Et en fait, on va cliquer sur Set as Layer Default. Voilà. Donc là, en fait, notre animation par défaut, c'est Idle. Ensuite, on va faire clic droit, Make Transition, et on va aller direction, donc c'était clic droit sur Idle, Make Transition, et on va aller cliquer sur Move, et on aura créé une transition entre Idle et Move. Move, ça va être notre animation de déplacement, Idle, notre animation de repos. On va faire clic droit sur Move, on va faire Make Transition, et on va aller cliquer sur Idle. Donc là, on va pouvoir dire que Move va pouvoir retourner à l'animation Idle. Et à tout moment, peu importe l'animation précédente, on va pouvoir mourir et donc lancer l'animation de mort. Du coup, on va faire Make Transition sur Any State, clic droit Make Transition, et ensuite on va aller jusqu'à Death. Ce qui veut dire qu'à tout moment, on va pouvoir déclencher notre mort, notre animation de mort. Sur la barre de droite, là où il y a Layer et Paramètres, on va cliquer sur Paramètres et on va ajouter un nouveau paramètre. Donc on va créer un booléen qui va s'appeler Move et qui va nous servir à savoir si on est en déplacement ou si on n'est pas en déplacement. Et ensuite, on va créer un trigger qui va s'appeler Death et qui va, en gros, être un déclencheur pour, comme son nom l'indique, du coup, déclencher une animation, l'animation de la mort. Pourquoi utiliser un booléen pour un et un trigger pour l'autre? Parce que, en fait, ici, pour Idle et Move, on va sans arrêt faire un aller-retour entre repos et bouger durant le jeu. Dès que le joueur ne va plus cliquer sur les flèches directionnelles, il va en fait repartir sur Idle, et dès qu'il va cliquer sur une flèche directionnelle, il va partir sur Move. Donc ça va être une boucle incessante. Par contre, et du coup, il vaut mieux un booléen. Quand c'est à True, on va descendre. Quand c'est à False, on va remonter pour Move. Et en gros, définir qu'on fait une boucle. Voilà, on fait une boucle. Alors que pour la mort, c'est une flèche unique. C'est en gros, quand on va décider que le personnage va mourir, on va déclencher l'animation de la mort et point barre, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc pour ajouter les conditions à nos transitions, il faut cliquer sur les transitions. Voilà, elles deviennent bleues. Et il faut décocher la case As Exit Time, parce que cette case signifie
donc ça se passe dans l'inspecteur. Ça signifie qu'il faut attendre la fin de l'animation pour passer à l'animation suivante, ce qui dans notre cas n'est pas du tout bon vu qu'on veut pouvoir passer d'une animation à l'autre très facilement. Et dans conditions en dessous, on va cliquer sur le plus et on va mettre move true. Donc ça veut dire pour passer cette transition, il faut que move soit true. Et pareil, pour passer, là on va enlever as exit time et on va cliquer sur plus et on va dire que pour passer cette transition, il faut que move soit false. Donc quand move sera false, on repartira vers idle. Quand move sera true, on va partir vers move. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur la transition qui va vers des et on va lui dire plus et on va choisir, en fait, on va cliquer sur la petite flèche à côté de move et on va lui choisir des. Donc là, ça veut dire qu'on attend que le trigger des soit appelé. Quand le trigger des sera appelé, on va déclencher notre mort. Donc voilà, on a créé notre animator. Donc notre animator se trouve dans animation conférence, il est ici. Et donc on va aller chercher notre modèle, caractère, player, donc notre en gros personnage principal. On va le prendre et on va le glisser dans la scène. Voilà, il arrive avec un animator déjà ici là. Il arrive avec un animator dans ses composants. Et on va aller chercher du coup dans les assets dans animation conférence là, on va aller chercher dans nos assets notre animation contrôleur et on va le prendre et le glisser déposer ici dans l'espace contrôleur du composant animator. Voilà, donc j'ai assigné en fait le comportement de l'animation à notre game object, donc à notre objet du jeu. On va repasser sur la scène maintenant. On va déplacer un peu notre objet du personnage principal ici, un peu au milieu de la scène pour qu'il ne soit pas paumé, enfin il ne soit pas sur le côté. Hop là. Voilà. Et ensuite, on va lui ajouter tous les comportements qu'on veut lui ajouter, donc qu'on veut lui faire faire en fait. Donc par exemple, alors je vais positionner la caméra sur lui pour que on puisse plus facilement, hop là, je vais essayer de viser ça pour reculer un peu, voilà. Pour vous expliquer un peu, donc là j'ai bougé la caméra. Pour l'instant elle est fixe parce qu'on n'a mis aucun script dessus. On va en mettre un tout à l'heure pour justement suivre le personnage. Du coup, notre player ici dans la hiérarchie, pour l'instant il ne possède rien. Donc si je le mets en l'air par exemple comme ça et que je mets play, ben, il reste en l'air parce que rien ne lui dit qu'il doit tomber. Donc là, si on fait un add component, qu'on va dans physics et qu'on lui dit rigid body, là, par exemple, rien que là, si je mets play, hop, il va tomber. Par contre, il est passé à travers la boîte de collision. Oui, c'est tout à fait normal, il est passé à travers la boîte de collision de notre sol parce que lui ne possède pas lui-même une boîte de collision. Donc, on va lui faire add component, physique, pareil, et on va lui mettre une capsule de collision. Donc on va zoomer un peu. En dessous, on va faire edit, on va cliquer sur le bouton à côté de edit collider, et on va monter notre boîte de collision. Hop là, on va essayer de bien s'aligner à lui. C'est assez important de bien s'aligner parce que sinon après il va... Voilà, on va s'aligner à lui, très bien. Donc on va avoir en fait
une boîte de collision qui va vraiment, donc qui va épouser, enfin on va essayer de faire au maximum pour qu'il épouse les formes de son corps, voilà. Et du coup là, on a mis donc une boîte de collision sur notre personnage. Il y a une boîte de collision sur le sol. Si je mets play, on a la gravité et pouf, le personnage s'arrête au sol parce que les deux ont une boîte de collision. Alors dans le rigid body, il y a plusieurs paramètres, notamment, alors du coup on avait vu, donc je disais les drags, donc on va le faire freiner. S'il est bousculé, il faut qu'il puisse freiner. Et on va bloquer la position sur Y pour pas qu'il puisse descendre ou monter. Donc maintenant que j'ai cliqué, par exemple que j'ai bloqué la position sur Y, si je remets play, eh bien, il ne descend plus, en fait il est vraiment fixé sur Y. Et je vais bloquer X et Z pour éviter qu'il fasse des roulades. En fait, je veux que tout le temps mon personnage soit droit et qu'il puisse tourner que sur l'axe vertical, autour de l'axe vertical. Du coup, je vais bloquer X et Z, mais je vais laisser en fait sur Y pour qu'il puisse tourner sur lui-même. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, alors c'est pour que ça soit un peu mieux, on va le rapprocher du sol, voilà, pour qu'il puisse se déplacer sur le sol. Et on va lui rajouter des scripts. Donc c'est des scripts que j'ai déjà développés auparavant, mais je vais expliquer le fonctionnement. On va mettre player hilt d'abord. C'est en fait ce qui va définir que j'ai une barre de vie, c'est ce qui va en gros contrôler la vie de mon personnage. C'est ce qui va définir que mon personnage est encore en vie. Donc on va, là si on voyait, on a deux paramètres. On a le paramètre life et on a le paramètre life bar. Donc life bar, ça va être un rectangle transform. En fait, ça va être la référence à notre barre de vie plus tard. Je ne pense pas que ce soir on ira jusque là. On n'aura sûrement pas le temps. On va aller jusqu'au déplacement du joueur et peut-être tirer les projectiles. Mais pour l'instant, on va déjà découvrir les scripts. Donc on va mettre le player hilt parce que pour pouvoir contrôler le personnage, j'ai besoin de savoir qu'il est en vie. En fait, ma classe player control est dépendante de ma classe player hilt. Voilà. Et pour player control, on va mettre que la vitesse est de 3, par exemple. Et là, si je vais dans player hilt, je vais désactiver pour l'instant la ligne. En fait, je vais mettre en commentaire la ligne de définition de la life bar parce que comme on n'en a pas dans la scène, il va me générer sinon une erreur. Voilà. Donc là, par exemple, là, nous avons le script player control et le script player hilt. Dans notre scène, si je mets play, du coup, voilà, on peut déplacer notre personnage dans la scène. Mais bon, là vous allez me dire, on peut le déplacer, mais la caméra ne suit pas du tout le personnage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est après aussi créer un script pour la caméra. Donc sur la caméra, on va cliquer sur la caméra et on va faire Add Component, Script, Caméra Control. Donc ce script que j'expliquerai là juste tout à l'heure, là, dans très peu de temps, ça va être pour contrôler la caméra et donc faire suivre la caméra selon les déplacements de notre personnage. Donc il prend en paramètre le player, donc on va sélectionner le player et l'amener, et faire un drag and drop jusqu'à l'endroit player ici, hop, et on va définir une distance, donc je vais définir à peu près une distance de 10, et là, donc on va mettre play, et la caméra du coup maintenant suit
les mouvements du personnage. Donc on va un peu analyser maintenant le fonctionnement de ces scripts. Alors, on va commencer par le script du contrôle de la caméra. Donc, alors même là, je vais plutôt faire ça pour qu'on voit en fait. Voilà. Ici en fait, c'est un script donc qui s'appelle Camera Control, qui est étendu de MonoBehavior. Donc, en gros, MonoBehavior, c'est le comportement de vos GameObjects. Et en fait, toujours par défaut, il aura start, la méthode start de défini et la méthode update. Alors, ces méthodes start, update, fixed update, ça fait partie en fait des méthodes qui sont en gros le cycle de vie de nos GameObjects. En fait, si vous allez dans le site Unity, c'est donc l'execution order. En fait, c'est l'ordre de l'exécution de ces fonctions d'événements. Vous allez voir en fait qu'il y a énormément de fonctions en fait qui peuvent être appelées, à tout, à tout moment de la vie de notre GameObject. Donc, par exemple, là, on a start. Start, en fait, c'est en gros s'appeler avant même la première frame du jeu. C'est en gros ce qui va nous permettre de définir toutes nos variables privées, par exemple, d'attribuer, d'aller chercher des composants, etc. Dans les utiles, on a Fixed Update. C'est en fait, c'est appelé à à un temps régulier. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les 30 fois par seconde, on va dire, toutes les 30 fois par seconde, on va appeler Fixed Update. C'est en fait un paramètre qui est présent dans Unity. En gros, on définit toutes les 30 fois par seconde, on appelle Fixed Update. Et ça, peu importe, ça ne sera pas du tout soumis au framerate. En fait, ça sera totalement indépendant du framerate, donc du nombre d'images par seconde de votre jeu. Ça sera vraiment fixe, quoi. Donc vous ne serez pas soumis si le jeu lag, il continuera quand même à appeler à intervalles réguliers votre Fixed Update. Après, vous avez Update qui lui est soumis au framerate, donc qui est appelé pour chaque image du jeu. Donc moi je préfère toujours utiliser Fixed Update pour avoir en fait un appel fixe aux fonctions et pas en fait un appel qui dépend de la vitesse d'exécution, en fait en gros qui dépend du PC du joueur, quoi. Et ensuite, ensuite vous avez des tas d'autres on destroy qui sera appelé au moment de la destruction de l'objet. Et vous en avez bien d'autres, et plein d'autres que vous devez en fait venez sur cette page et découvrez-les au fur et à mesure quand vous en avez besoin, quoi. Voilà. Donc start ici est appelé avant la première image de la scène. Ça permet de définir, là on profite pour définir la nouvelle position de la caméra en faisant this transform position. Donc en gros c'est la position de la caméra égale this get new position. Et get new position c'est en fait le retour de la position du joueur X, Y et Z, ici là, plus sur Y la distance from player et moins sur Z la distance from player. Donc en gros on va faire, là dans l'exemple on fait moins 10 sur Z, donc à l'arrière du joueur,
et plus 10 sur Y à plus sur Y, donc en verticalité par rapport au joueur. Ensuite, on va faire un lerp, donc c'est ce qui permet en fait de smoother, on va dire, en gros d'adoucir, voilà, d'adoucir les animations et de permettre en fait d'avoir plus de fluidité au niveau des mouvements de la caméra. Donc en gros c'est vector 3 parce qu'on gère, là on fait un lerp sur des vector 3, donc vector 3.lerp, et là on met la position actuelle de la caméra avec derrière this get new position et ensuite time delta time, et ça c'est ce qui va être dans fixed update et qui va être appelé constamment dans le jeu. En fait 30 fois par seconde dans le jeu, hop, fixed update va être appelé. Et ce qui va nous permettre en fait de faire des transitions fluides et de suivre le personnage avec la caméra. Ensuite, on va faire this transform look at player position. C'est ce qui va nous permettre de faire regarder la caméra en direction de la position de notre personnage principal. C'est tout. En fait, ça fait partie des fonctions qui sont disponibles dans l'élément transform. Look at, en fait, ça permet d'orienter, de changer la position, enfin pas la position, de changer l'orientation de la caméra et de regarder un point précis dans l'espace de notre scène. Donc voilà pour caméra control. Ensuite, on va regarder un peu les scripts de notre joueur. Donc on va aller regarder player height. Dans player height, donc on définit des variables publiques. Les variables publiques, c'est ce qui se retrouve en paramètres ici, en fait. Si vous voulez mettre des paramètres en dessous votre script, quoi, pour que ça soit paramétrable, eh bien, on va les mettre ici. Donc, en fait, on a juste à mettre public float life égale 10. En fait, ça va mettre un paramètre avec la valeur par défaut 10 ici, enfin du côté, dans l'inspecteur, ça va le mettre en paramètre. Si vous voulez mettre une variable publique, mais qu'elle soit cachée, en fait, juste pour la partager avec d'autres classes dans le jeu, mais qu'elle soit invisible dans l'inspecteur pour pas que les gens puissent la paramétrer, vous faites un décorateur, donc vous mettez crochet et hide in inspector à l'intérieur. Et si j'enregistre par exemple, ici live bar devrait disparaître. Voilà, live bar a disparu parce que j'ai mis hide in inspector dans le code. Voilà. Donc ici, en fait, on a le code. Donc pareil, c'est une extension de MonoBehavior. C'est en gros, on définit nos variables publiques. C'est les variables qui seront présentes dans l'inspecteur qu'on va pouvoir paramétrer. Et des variables privées, donc c'est celles qu'on va utiliser et qu'on va passer d'une méthode à l'autre sans avoir à les passer en paramètres, quoi. On a toujours start pour définir nos variables au départ du jeu. Et ensuite, après, j'ai plusieurs fonctions. Donc, isLive qui retourne en gros this current live supérieur à 0 pour savoir si on a toujours de la vie. Ici, on a hurt qui va en gros infliger des dégâts à notre personnage principal. S'il n'est pas en vie, on fait un return. Donc, en gros, s'il n'est pas en vie, on coupe direct le script. Pas la peine de continuer plus loin. Ça nous évite de faire des fonctions, enfin du code en plus, d'exécuter du code en plus. Et ensuite, on a ici la soustraction. On enlève la puissance de l'attaque qui est passée en paramètre à notre vie courante. Donc si en gros on a dit qu'il fallait qu'on enlève un point de vie, ça sera -1. Si l'objet qui nous percute enlève 3 points de vie, ça sera -3.
Et ensuite, on a le rafraîchissement de la barre de vie. Donc ça, en fait, c'est la fonction qui est ici. En fait, c'est set size with current encore. En fait, c'est ce qui permet en fait de modifier la barre de vie de droite à gauche en fait, et pas que, enfin, en gros, avec l'encre qui a été définie. On le modifie la dimension de notre barre de vie sur l'horizontale et on fait un produit en croix, bête et con, sur notre vie actuelle, la barre de vie originale fois la taille de la barre de vie originale, et on divise tout ça par notre vie de base, c'est-à-dire 10. Donc par exemple, si on a 8, on aurait 8 fois la taille de la barre de vie par défaut, et divisé par 10, et on aurait en gros un rapport, et on aurait la nouvelle taille de notre barre de vie. Voilà. Ah oui, très important aussi, ici, j'ai oublié, si en gros notre joueur n'est plus en vie, on fait un set trigger sur l'animator. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. En gros, l'animator, c'est ce qu'on avait ici. Notre trigger death, ici, eh ben, on fait un set trigger death sur l'animator quand il n'est plus en vie, ce qui va nous lancer en fait de n'importe quel état, nous lancer l'animation ici de la mort. Voilà comment ça se passe en fait. Dans le script, on fait un set trigger, du coup, hop, ça déclenche le trigger de la mort. Ensuite, on va voir, hop, le script, control player qui est ici, donc qui a un paramètre speed. Donc, on va regarder ensemble le paramètre speed. Donc, hop là, attendez, je remets ça. Là, en haut, on a notre variable publique qui est un public float speed, donc, qui nous permet en fait de définir du coup la vitesse de déplacement de notre objet. Ensuite, on a des variables privées. Donc, comme je vous disais que player control était dépendant de animator de player hilt, c'est ici en fait, vous voyez là dans les méthodes privées, et ici en fait dans start, je définis et je vais récupérer le component player hilt. Donc en fait, je vais récupérer la classe, enfin l'instance de player hilt de mon game object. Ensuite, je récupère le composant rigid body pour pouvoir jouer sur donc les déplacements du personnage et sa physique. Et ensuite, je vais faire le get component de l'animator pour pouvoir jouer sur l'animation de notre personnage principal. Donc tout ça, je les avais définis en tant que privé. Donc c'est pour ça qu'on fait this animator. This, en fait, ça appartient, c'est un attribut de la classe. Et ensuite, dans fixed update, on va avoir déjà this player is alive. Enfin, en gros, s'il n'est pas en vie, vu qu'il y a un point d'exclamation ici, s'il n'est pas en vie, on fait un return pour pas autoriser le déplacement si notre joueur est mort. Et en dessous, on a this move, input get axis raw horizontal, input get axis raw vertical. Alors, pourquoi horizontal, pourquoi vertical? Ça se passe ici, donc edit, project, input. On a horizontal ici qui est défini, vertical ici qui est défini, et en fait les noms qu'on met, ils sont là. Et en fait ici on va définir left, right, c'est pour positif et négatif bouton. En fait c'est par défaut horizontal est à 0. Si je vais vers la droite, horizontal est à 1. Si je vais vers la gauche, horizontal est à -1.
En dessous, ou sinon après, c'est des alternatives negative button, alternative positive button. Et si du coup j'appuie sur Q et D, c'est pareil. Q, ça va me faire -1. D, ça va me faire +1. Voilà. Donc left -1, right +1, Q -1, D +1. Et pareil en fait en vertical, down -1, up +1, S -1, Z +1. Donc si on revient ici en fait, on fait input get axis row, donc ça va nous renvoyer soit 0, soit 1, soit -1, suivant s'il a appuyé sur droite ou gauche, ou Q ou D, suivant s'il a appuyé sur ces touches, ça va nous renvoyer -1, +1 ou 0. S'il a appuyé sur aucune touche, ça envoie 0. Ici, c'est pareil pour vertical, haut et bas, -1, +1, suivant sur quoi il a appuyé. Donc down, ça sera, enfin, en gros, c'est -1 s'il appuie sur flèche du bas, +1 s'il appuie sur flèche du haut. Et ça, on l'envoie en paramètre de notre méthode move ici. Et en fait, on va tout simplement se servir de ces paramètres, donc de ces -1 et +1 ou 0, pour créer une nouvelle position en fait dans l'espace à 3 dimensions sur l'axe horizontal et vertical, du coup, sur horizontal et de profondeur, donc sur Z et sur X. Y, on va le laisser à 0 parce que on ne veut pas bouger notre personnage sur la verticalité. En fait, vraiment dans l'espace de notre scène, sur la verticalité, on ne peut pas le bouger, on ne veut pas qu'il puisse sauter, notre personnage, donc on va lui mettre 0. Et ensuite, on va normaliser. En fait, si c'est plus que 1, on va le normaliser pour qu'en gros, ça soit compris entre 0 et 1. On va le multiplier par notre vitesse qu'on a passé en paramètre et le multiplier par delta time, ce qui nous permet en gros d'éviter de faire en fait des variations dans le jeu, des variations de vitesse suivant si le PC il rame ou si le PC il rame pas. Là, peu importe le framerate, peu importe en gros la puissance de calcul de la machine, ça va toujours s'animer grâce à time delta time, toujours s'animer à la même vitesse. On l'avait mis pareil pour l'ERP tout à l'heure. C'est pareil, c'est exactement dans le même type. Pour que ça s'anime, peu importe le PC, ça s'anime tout le temps à la même vitesse. Et ensuite, on fait un player body. Donc, on va appeler move position dans player body. Alors, player body, c'est l'instance de notre rigid body. Et en gros, c'est une fonction où on va mettre notre position actuelle plus la nouvelle direction. Et en gros, ça va déplacer notre joueur dans la direction que les flèches auront définie. Et en dessous, on va, dans notre animator, faire un set bool pour move. Et c'est là où, en fait, où on va définir si notre personnage principal s'anime en bougeant ou s'anime à l'état repos, en gros, est en train d'attendre l'instruction du joueur. Du coup, en fait, ici, on a en gros, si l'horizontale est différente de 0 ou la verticale est différente de 0, on retourne true. Mais par contre, si les deux sont égales à 0, on retourne false. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre de définir l'animation de notre personnage. Ensuite, nous avons donc turning, c'est ce qui va nous permettre à notre personnage de tourner. Alors, si vous voyez ici, turning prend en paramètre
mouse position to world position. Alors ça, c'est une autre fonction qui est en dessous et ça prend input mouse position. Alors input mouse position, ça retourne la position de la souris sur notre écran. Voilà. Mouse position to world position, c'est une fonction développée ici. En gros, ça prend le vecteur 3 de la position de la souris dans notre écran. Ici, on a CamRay, donc ça prend caméra.main, donc ça prend notre caméra courante qui est en train d'être utilisée, notre main caméra, donc c'est la caméra qui est en train d'être utilisée, et ça fait un screen point to ray, donc c'est en fait, ça transforme la position de notre souris par rapport à notre écran en rayon, en fait, en une position source plus une position source, donc c'est ça la position de notre caméra, plus un vecteur de direction. C'est-à-dire qu'en gros, si on dézoome là, et qu'on prend notre main caméra, vous voyez, en gros, ça va transformer la position de la souris par rapport au carré là derrière. Vous voyez le carré qui est ici, là, que là je bouge. Ça va prendre la position de la souris par rapport à ce carré et en gros définir un vecteur qui va aller jusqu'à la position de cette souris en partant de l'origine de la position actuelle de la caméra. Donc ça va en gros définir une position d'origine et un vecteur qui va nous permettre de lancer ici un rayon qui va percuter en fait l'élément qui a percuté l'objet qu'il y a pour layer floor. Ça permet en fait si on percute un autre objet entre temps mais qui n'est pas du tout concerné par notre lancer de rayon, on va uniquement cibler le layer floor. Alors d'ailleurs, si vous remarquez là, à l'heure actuelle dans le jeu, notre perso ne tourne pas. Pourquoi il ne tourne pas? Alors, on va mettre play. Et voilà, si je fais tourner la souris autour, alors là, vous ne voyez pas la souris sur la vidéo, mais si je fais tourner la souris autour de mon perso, il ne tourne pas. Pourquoi? C'est parce que Floor n'a pas de layer défini ici. Ici, en fait, il faut que Floor soit défini. Bam. Et oui, je le change pour tous les enfants. Donc là, si je mets play maintenant et que je tourne autour de mon personnage principal, et bien maintenant ça marche. Voilà, c'est parce que le lancer de rayon ne percutait uniquement que les objets qui avaient pour layer floor. Ensuite, ici, c'est un paramètre pour définir la distance max qu'il faut parcourir avec le rayon avant d'arrêter, parce que en fait, il faut bien à un moment donné arrêter le rayon si on percute jamais rien. C'est pour éviter de faire partir un rayon vers l'infini. Et donc le premier paramètre c'était CamRay, en fait c'était le Screen Point to Ray, donc en fait ce qui nous permettait d'avoir une position de départ et un vecteur qui pointait vers et une orientation en fait pour pouvoir cibler un endroit en particulier. Et en fait, on a Raycast Hit qui est en fait un floor, donc on va appeler floor hit. Et ici, on le passe en paramètre et il va nous ressortir les informations. Il va nous ressortir les informations du point que ça a percuté, de l'endroit où ça a percuté. En fait, du coup, on aura le point dans l'espace, dans notre scène, le point sur 3 dimensions que la souris fixe au niveau de notre sol, au niveau du floor. Alors, je vais reprendre un peu, réexpliquer. En fait, on va regarder où est-ce qu'est la souris dans notre écran, lancer un rayon pour voir à quel endroit du sol notre souris est positionnée. Et à cet endroit du sol, on va récupérer la position 3D à cet endroit du sol
pour en faire une position dans la scène, quoi. Enfin, en gros, pour récupérer la position dans la scène. Et du coup, en fait, cette position dans la scène, on va la mettre en paramètre dans la fonction turning, ici. Et ici, en fait, on va faire world position, donc c'est la position de la scène de la position de la souris, moins this transform position. Alors en fait, c'est la position actuelle du joueur. En gros, on rebascule par rapport au joueur, on rebascule en fait à 0, en fait à l'espace 0. Enfin, on va imaginer que le joueur du coup est à la position 0 et où est-ce qu'est en fait la position de la souris si le joueur était à la position 0 en fait. C'est pour ça qu'on fait cette soustraction, c'est pour définir où est-ce qu'est la position de la souris par rapport au joueur si le joueur est à la position 0 dans le monde. Après, on va player to mouse, on va le remettre à 0, toujours pareil pour éviter parce qu'on ne bouge pas au niveau de la verticalité. Et on va faire un quaternion, donc on va faire quaternion look rotation player to mouse. Donc en fait on va faire un look rotation, donc qui va regarder en la direction de la position en fait de notre souris. Et ensuite on va modifier ici la rotation de notre joueur avec cette nouvelle rotation. Les rotations sont des quaternions ici, même en physique, les quaternions, ça signifie c'est une rotation. Enfin, en gros, c'est ce qui définit l'angle et la rotation autour des objets, quoi. Donc voilà, c'est grâce à ça que le player tourne sur lui-même. Donc si je mets play, voilà, on peut voir que le joueur, peu importe où on est dans la scène, regarde toujours la souris en fait et tourne autour, voilà, tourne autour de lui-même pour regarder la souris. Toujours pareil, si je fonce aussi, d'ailleurs, si je fonce contre le camion incendie, on peut s'apercevoir que on est bloqué. Voilà, comme ceci, on est toujours bloqué. Et ensuite, donc je pense qu'on va passer à l'atelier. Je vais m'arrêter ici pour les explications. Du coup, voilà, on va recommencer toutes ces explications durant l'atelier et on va voir plus en détail certains éléments comme le lancer de projectiles et le déplacement des ennemis.